Bonjour à tous. Pour ce dernier débat de la journée, nous vous proposons d'évoquer le rêve. On va prendre un peu d'espace et peut-être changer de thématique avec ce rêve. La période que l'on vient de vivre a-t-elle brisé nos rêves? A-t-elle semé un doute tellement puissant dans les esprits qu'elle nous empêcherait peut-être de garder aujourd'hui une place au rêve, à l'utopie? Saint-Exupéry écrivait « Faites ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». À regarder le parcours de nos deux invités, on pourrait se dire que l'un et l'autre ont sans doute appliqué cette philosophie à leur parcours, à leur vie. Le rêve est-il toujours pour eux un moteur dans la vie? Y a-t-il des règles qui permettent de cultiver ces rêves? C'est peut-être leur cas. C'est à ces questions que je vous propose de nous intéresser pour clore cette journée de rencontre. Alors, faut-il vraiment les présenter? Catherine Destivelle, célèbre grimpeuse, alpiniste. Vous avez enchaîné les records d'ascension dans les années 80, ouvert des voies d'escalade, dont la fameuse face ouest des Drus, dans les Alpes, en 91. Vous êtes la seule femme à avoir gravi en solo et en hiver les faces nord de la fameuse trilogie. Cervin, Grande Joras et votre préféré peut-être l'Eiger. Enfin, vous avez obtenu le Piolet d'Or pour votre carrière en 2020, une récompense pour l'ensemble de votre parcours et une façon aussi de saluer votre activité depuis maintenant 5-6 ans, celle d'éditrice, et vous êtes à la tête des éditions du Mont Blanc. Si j'avais lu cette présentation, Catherine Destivelle, à la petite fille de 12 ans qui commençait et qui s'essayait à la grimpe dans la région parisienne, dans la forêt de Fontainebleau, qu'est-ce que vous auriez répondu en quelques mots? Ah oui, c'est intéressant comme approche. J'aurais répondu oui, effectivement, j'ai réalisé des rêves. Des rêves, parce que quand enfant, j'étais très inspirée par de Maisons. René de Maisons qui avait bivouaqué des heures dans les Grandes Joras. Il avait fait une hivernale, son compagnon de cordée était décédé malheureusement. Puis j'étais inspirée aussi par Bonatti qui avait... moi j'étais petite, en 65 j'avais 5 ans. Et du coup, ça me faisait complètement rêver. Et je rêvais aussi parce que les parents avaient la radio allumée et qu'on écoutait ça de façon assez attentive. Ouais. Thierry Frémaux, est-ce qu'il faut vous présenter? Je ne sais pas si on doit encore vous présenter, enfin en tout cas directeur de l'Institut Lumière, délégué général du Festival de Cannes, directeur du Festival Lumière qui va bientôt se dérouler pour cette année, mais aussi ancien judoka et professeur de judo. Vous avez aussi étudié l'histoire sociale avant d'être judoka. Pour connaître depuis longtemps votre parcours, j'ai envie de vous demander... À quoi rêvait le gamin qui habitait les Minguettes à Vénissieux, à peu près au même âge sans doute que Catherine Destivelle à une douzaine d'années? Je rêvais pas à plus, et je crois que c'est toujours le cas, que ce que j'étais. C'est-à-dire que je raconte dans ce livre que j'étais aux Minguettes, j'ai grandi là-bas, c'était ma ville, ma cité, on disait pas cité d'ailleurs, on disait ZUP, la ZUP des Minguettes, et je voulais y rester. Et ensuite, j'ai d'ailleurs pas fait d'études ailleurs qu'à Lyon parce que je voulais pas quitter Lyon. Et ensuite, quand on m'a proposé le Festival de Cannes, j'ai refusé parce que je voulais pas quitter Lyon. Et donc, moi, je rêve d'être Catherine Destivelle. On rêve d'être ce qu'on n'est pas ou d'être... mais tout ce que j'ai pu accomplir modestement dans ma vie, ça n'était jamais un rêve. C'était la suite normale d'un parcours qui s'imposait à moi. Mais en effet, j'aurais sans doute pas cru, dans les années 70 aux Minguettes, que je me retrouvais au Festival de Cannes. Il y a un moment dans la vie où on pense où on commence à sentir ce qu'on va souhaiter faire, et on n'en est pas sûr. Quand les gens veulent devenir médecins, quand ils veulent devenir là, et quand on commence à se dire que ça va peut-être se faire, alors on rêve plus, on le fait. Et on est nostalgique de ce moment précis où on en rêvait. Et aujourd'hui, moi, on en parlera, je ne rêvais pas de ce que je suis devenu.
Et je ne sais pas si j'ai d'autres rêves, d'autres que la vie qui va se présenter à moi. Alors, parce qu'on parle de rêve, je vous propose d'écouter de quel type de rêve on parle aujourd'hui avec l'avant-propos de Julie Neveu. Rêver en français, en fait, dès ses premiers emplois, au XIIe siècle et jusqu'au XVe siècle, en fait, désigne un rêve éveillé. Ça, on ne s'en doute pas, mais finalement, rêver la nuit, c'est un sens qui arrive après, vers le XVIe, XVIIe siècle, et qu'il emprunte, enfin, il supplante songer. C'est-à-dire qu'on rêve d'abord éveillé. J'aime bien cette idée. En fait, et le sens de rêver dans les premiers siècles de ces emplois, donc du XIIe au XVe, c'est vagabonder. Rêver, c'est aller vagabonder, se promener. Et on a pourtant toute une connotation très négative par rapport à rêver en français. Donc, arrête de rêver, de rêvasser même. Et souvent, le rêveur, oh, lui, c'est un rêveur. Vous voyez, il y a ce champ lexical qui montre qu'on juge péjorativement ce rêve. Pourquoi ? Parce que le rêve, en effet, irrite, car c'est une capacité à s'abstraire de la situation. C'est vraiment la première rébellion, vous voyez ? Donc, on se soustrait de la réalité. N'importe où, personne ne peut nous empêcher de rêver. Et ce qui est intéressant, c'est que pour autant, il nous faut des lieux, quand même, des lieux pour pouvoir rêver. Et on a la chance d'être dans une société où il y a des lieux comme les cinémas, bien sûr, où on nous encourage à rêver, où les images nous font voyager. D'autres préfèrent aller affronter des espaces, des grands espaces, pour pouvoir laisser leur pensée, par mimétisme, se déployer et vagabonder à l'intérieur de cet espace intérieur et extérieur qui est notre espace précieux de liberté. Catherine Destivelle, cet espace de liberté, est-ce que c'est la montagne ? Non, c'est pas forcément la montagne, c'est la nature en général. Quand je l'écoutais, je me disais, mais moi, qu'est-ce qui me fait un lieu qui me fait rêver ? C'est une rivière qui coule. Et pour quelle raison ? C'est apaisant, c'est cette eau qui se transporte et qui est vers quelque chose que je ne connais pas. Ça me fait rêver. Beaucoup plus qu'une montagne. Bon, les montagnes aujourd'hui, c'est ma vie, c'est là-dedans que j'ai évolué finalement, parce que je ne l'ai pas choisi au départ, c'est les choses qui se sont accumulées. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai la capacité de faire telle et telle chose. Et du coup, mais ces montagnes, voilà, ça me stimule, parce que quand j'en vois une, je me dis, tiens, ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Voilà. Mais c'est pas du rêve au sens où c'est pas de l'inconnu. Moi, en fait, le rêve, presque pour moi, ce serait d'explorer des choses que je ne connais pas. Est-ce que c'est vouloir atteindre l'impossible que de rêver ? Oui, si on veut atteindre l'impossible, moi, je suis assez pragmatique, en fait. Je rêve volontiers de choses que je vais pouvoir faire, mais c'est pas du rêve au sens. C'est une fois qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a réalisé ce qu'on voulait faire, on a envie de recommencer. On en refait un autre, c'est comme presque une frustration. On se dit, on s'imagine qu'une fois qu'on aura fait ça, bah voilà, c'est génial. Et puis en fait, non, c'est le lendemain, on va recommencer, avoir des. Mais c'est comme ça qu'on existe aussi, hein, c'est comme ça qu'on vit, qu'on sent, oui, être vivant. Avoir des projets permanents. Aujourd'hui, moi, je suis dans les bouquins, je publie des livres, et à chaque fois que j'ai un projet, une nouvelle idée, c'est d'abord un rêve, puis après, à force d'y penser, de le travailler, de faire ça avec les autres aussi, hein, d'en discuter, le rêve peut devenir réalité. Ça, c'est voilà. Mais une fois qu'il est fait, c'est hop, on saute à autre chose. Justement, vous parlez des autres. Le rêve, au départ, c'est peut-être un acte individuel. En tout cas, la naissance est personnelle, individuelle, intérieure, sans doute. Est-ce que c'est quelque chose qui doit rester individuel ou au contraire, qui doit être forcément partagé avec les autres et bâti avec les autres pour concrétiser cette aspiration? C'est forcément bâti avec les autres, forcément. Et le rêve arrive avec les autres aussi. C'est-à-dire que si les autres ne sont pas là pour vous inspirer ou vous donner un exemple, ou même si c'est complètement différent, on est inspiré par les autres. Et puis une fois qu'on a un
petits projets. On dit tiens, je peux pas le faire toute seule, j'y arriverai pas. Et puis on essaye de mettre toutes les chances au côté. Et puis c'est vraiment sympa de partager des projets communs et de les bâtir ensemble. Et un livre c'est comme ça, une ascension aussi. Ça paraît très individuel, mais pas du tout. On est et ça c'est ce qui est génial aussi, parce qu'on partage aussi des émotions et des choses. Ah oui, des belles choses. Et comme je disais tout à l'heure, on est vivant. Et ça, c'est très. Enfin, c'est ce qui me motive, moi, c'est de faire des choses. C'est pas de la suractivité, mais c'est du. J'aime bien faire des choses, ouais. Faire quel que soit d'ailleurs. Mais je me passionne très vite. Et la passion doit être, à mon sens, derrière. Et parce que c'est aussi un des moteurs. Thierry Frémaux, faire rêver les autres, parce que c'est un peu ce que vous faites assez régulièrement en racontant le cinéma à votre façon, en l'embarquant finalement et en embarquant le public dans votre univers et votre parcours. Est-ce que c'est le meilleur carburant, justement, le rêve, pour générer cet enthousiasme-là? Est-ce qu'il faut emmener les gens dans le rêve? Oui, c'est ce que dit Catherine dans le caractère collectif de la montagne et d'une réussite de groupe. Je disais, moi, que je n'avais pas spécialement de rêve personnel, mais le carburant en question, par exemple, nous, oui, notre métier, que ce soit ici à Lyon ou à Cannes, c'est de faire rêver les autres. C'est-à-dire que, par exemple, au fur et à mesure que je me suis mis à fréquenter des stars qui encore une fois, sont juste les gens avec qui je travaille. Il n'y a pas d'une fascination. C'est des gens bien, des gens pas bien, des gens formidables, d'autres qui le sont moins, mais c'est des gens avec qui on travaille. Et en effet, de les fréquenter fait que la fascination, donc le rêve qu'on pouvait éprouver à l'idée de pouvoir les rencontrer, s'amoindrit un petit peu. Et je me suis rendu compte que c'est pas le cas, évidemment, du public. Donc, quand on fait venir Clint Eastwood ou qui est un homme bien, ou Tarantino qui est un homme bien aussi, on sait que ça fait rêver les gens. Et moi, c'est aussi parce que j'ai cette notion de service public, de l'action culturelle publique. C'est pour ça que, par exemple, j'ai refusé beaucoup de propositions qu'on me faisait d'aller dans le privé, parce que j'aime ça. On est au service de quelque chose destiné à rendre la vie des autres meilleure, par la culture, là où on est. Nous, c'est le cinéma. Et ça, oui, tout à coup, je mets un petit peu j'amoindris ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est un rêve qui est permanent et qui ne baisse pas du tout d'intensité. On va ouvrir le festival le 9 octobre et il y aura 5000 personnes à l'Atelier Garnier. Et ça, c'était un rêve. Ça, c'est un truc qu'on adore faire et qui nous fait vibrer beaucoup. Vous avez réalisé malgré tout un rêve de gosse, que de rencontrer aussi certaines de ces personnes que vous avez vues au départ au cinéma? Oui, moi, mon rêve aurait été de connaître Mitchum, donc il était déjà parti. Oui, non, oui, enfin, c'est plus parce que tout à coup, Julia Roberts vous donne une part de ses lasagnes parce qu'elle en a trop. Au restaurant, alors vous dites tiens, il y a un truc sympa parce qu'elle est plutôt à se comporter très très star. Mais non, ça dépend des rencontres, ça. Mais on peut aussi rencontrer. Vous savez, avec ce livre, j'ai gagné le prix Antoine Blondin. Alors j'étais vachement vous fier. évoquez, je vais quand même le montrer. Il s'agit de Thierry Frémaux, judoka aux éditions Stock, où vous revenez plutôt sur votre première partie, votre premier rêve et votre premier cheminement qui concerne donc votre activité de judoka, voilà, et non pas de cinéma. Et donc, voilà, j'écris ce livre et je gagne le prix Antoine Blondin. Donc, j'arrive à la maison, je l'annonce à ma femme qui me dit « Oui, mets la table ». Donc, tout à coup, il y a quand même un truc qui fait que, comme disait Léo Ferré, il n'y a pas de star à la maison. Hein, donc, ce qui veut dire que il faut pas perdre ça, ce que vous dites, le goût du rêve, le goût de l'émerveillement, quoi, voilà. Parce que si on veut rentrer dans le détail, le rêve, c'est inconscient. Et le rêve au cinéma, c'est un chien andalou. C'est l'espèce de traduction que Buñuel a voulu faire d'un rêve fou. Mais l'émerveillement, par contre, qui est peut-être un dérivé réel du rêve, ça, il faut pas le perdre. Et ça, par contre, oui, on le perd pas, nous. On aime ce qu'on fait. On est très privilégiés. C'est pour ça qu'on se plaint pas. Les montagnards se plaignent jamais. Mais nous, dans la culture, il y en a qui se plaignent. Moi, je me plains jamais.
parce que on a un privilège magnifique de faire ce qu'on fait. L'un et l'autre, en regardant votre parcours, vous avez aussi admiré un certain nombre de prédécesseurs dans vos univers respectifs. Est-ce que ça fait partie, est-ce que ça nourrit ce rêve-là, Catherine d'Estivelle? Est-ce que vous avez comme cela des modèles qui finalement vous ont nourri dans votre parcours, dans l'effort peut-être pour atteindre ces sommets? Bien évidemment, on est déjà inspiré dès l'enfance. Enfin, parce que je parlais tout à l'heure de Maisons et de ces gars-là. Oui, forcément, il y a des modèles. Après, en évoluant moi, si je parle de montagne, en évoluant dans la montagne, après, on essaye de respecter l'éthique et le moment de l'instant. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on ne pratique pas la même montagne qu'avant. Donc, il faut, si on a envie d'être bien dans ce milieu-là, il faut respecter certaines règles et s'adapter à ce qui est bien aujourd'hui. Et à l'époque, de leur époque, c'était pas le même modèle. Donc, on est inspiré par des alpinistes aussi ou des gens, parce que qui réalisent comme des rêves, mais qui se réalisent et qui font, qui vivent avec passion tout ce qu'ils font. Et moi, c'est ça qui m'inspire. C'est pas forcément des montagnards, ça peut être des marins, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être mais tous ces gens-là font. Et du coup, je me sens inspirée par eux. Et voilà. Et bon, évidemment, les alpinistes ont fait partie de mes modèles, mais ils le font toujours d'ailleurs, parce que je suis toujours. Les jeunes aujourd'hui font des choses extraordinaires, on les connaît peu, mais voilà, je me dis waouh. Et parfois, j'ai envie de retourner un peu en arrière en me disant wow, est-ce que je serais capable de faire la même chose, mais c'est tout. Mais ça, c'est du sport. Mais Thierry Frémaux, est-ce qu'il faut avoir des modèles pour développer ses rêves? Dans ce livre que vous évoquez, vous parlez de vos maîtres en matière de judo, dont le fondateur du judo, Jigoro Kano. Est-ce qu'il faut des modèles comme cela pour rêver, pour grandir? Oui, moi je pense qu'il y a un problème de ce point de vue-là aujourd'hui, c'est-à-dire que le refus du passé, qui est quand même prégnant dans la société, où toute référence au passé serait archéo, voire ringarde, etc., m'étonne toujours parce que moi, je me suis nourri de ce qu'ont fait mes prédécesseurs, à tous égards, soit très lointains. Et en effet, René de Maison, moi j'avais lu, quand c'était La montagne à main nue, et puis 342 heures dans le Grand Joras, qui était et après que j'avais retrouvé dans ce film avec Victor Lanoux, qui avait été fait par Jacques Artaud. Donc, moi, j'ai toujours adoré me plonger dans le passé. J'ai jamais cru que le passé allait supplanter l'avenir ou que ça posait le moindre problème. C'est même mieux, on est mieux armé à vivre le présent si on connaît le passé, soit de sa propre discipline. Et en effet, je raconte, moi j'avais un peu peur, je le savais plus ou moins, mais je raconte là la biographie croisée avec la mienne, très modestement, de l'enfant que j'étais et du créateur du judo, qui aurait pu être un sale type, qui aurait pu être un espèce de japonais belliciste, puisqu'il a vécu dans les années 20 et 30 où le Japon était quand même pas vraiment un havre de paix. Et non, c'était un type bien. Et j'en étais presque sûr, mais il a fallu que je fasse toutes ces recherches. Et j'étais assez fier de l'avoir eu comme modèle enfant, parce que c'était le créateur d'un sport que j'adorais. Et plus tard, là, des années et des années plus tard, comme aujourd'hui, après avoir fait des recherches, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que ma génération, on a admiré les gens des années 60, on a admiré les gens qui ont fait 68, les gens qui ont libéré plein de choses. Et je parle pas la politique, je parle culturel, je parle social, je parle... La génération d'avant nous, ils ont admiré les résistants, etc. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose, et on sait que c'est un problème psychologique collectif d'une société, d'un monde qui est un peu à l'arrêt, parce qu'on a la crise climatique au-dessus de la tête. C'est difficile de rêver quand on a ça. Et quand on cherche des responsabilités tous azimuts, parce que c'est aussi ça qu'on vit, je trouve, aujourd'hui. C'est-à-dire, et là, je sais que les montagnards sont différents, ils prennent les choses en main. Ils prennent les décisions qu'il faut pour... Aujourd'hui, c'est toujours la faute de quelqu'un.
Et oui, moi je pense que c'est très important d'aller chercher dans l'histoire, dans un passé proche. Moi, mon idole, c'était Eddy Merckx. Et donc, j'ai pas gagné le Tour de France. Mais ce qu'était Eddy Merckx m'a appris beaucoup de choses sur plein de choses. Et là, alors là, si j'avais un rêve, c'était de le rencontrer. Il est venu 2 fois à Lyon. Je l'ai rencontré 2 fois, on l'a invité. Il est venu. Tu étais là d'ailleurs à un moment sur une... Et oui, c'est comme modèle, ce que vous dites, un modèle. C'est important d'avoir des modèles. Oui, on a l'impression que dans votre parcours, il y a comme ça des moments clés qui sont construits sur ces rencontres-là et que ça vous a fait grandir, ou en tout cas que ça vous a donné peut-être une ambition, au bon sens du mot, plus importante encore, que ce soit en judo, puisque vous avez eu aussi vos maîtres français, vos maîtres lyonnais qui vous ont permis de gagner votre ceinture noire, votre 4e dan, c'est ça? Et donc, souvent, les mecs qui lisent pas les livres, là, il l'a lu quand même. Ah ben, qu'est-ce que vous croyez? et donc, vous avez des maîtres comme ça qui vous ont fait grandir. Même chose en cinéma. Je suppose que la rencontre avec Bernard Charder vous a ouvert aussi davantage encore, vous a fait grandir. C'est une façon de nourrir ses rêves. Les autres permettent de nourrir ses rêves? Oui, c'est-à-dire que tous ces gens ont eu à un moment donné des paroles décisives. Alors Bernard Charder, peut-être on va préciser, créateur de Positif, la revue en 52, et en 82, 30 ans. Voilà un autre Lyonnais qui quitte pas la ville, puisqu'en 82, il est le premier directeur de l'Institut Lumière, dont le président est notre cher et très regretté Bertrand Tavernier, qu'on va célébrer là au festival. Ils ont eu des paroles décisives à mon égard, et comme ils en ont eu à l'égard d'autres personnes. Et moi, aujourd'hui, je m'interroge sur est-ce que moi, j'ai le même comportement à l'égard de jeunes gens qui peuvent se dire comme moi, j'ai pu me le dire. Mais encore une fois, et en effet, ce livre est dédié à mon maître de judo, qui est toujours de ce monde, qui vit à Saint-André-d'Embrun, là-bas, dans les Alpes, parce qu'il était de là-bas, il est retourné là-bas. Et moi, j'ai Yves Lequin, grand historien lyonnais, patron des historiens ici dans cette ville, et pas seulement, a été très important. Donc, ils ont eu des paroles décisives. Donc, est-ce que moi, à mon tour, là où je me trouve aujourd'hui, j'ai des paroles décisives pour des jeunes gens, pour des collègues, qui font que ça leur permet d'avancer et voir ça, c'est aujourd'hui plutôt ça là-dessus que, comme dit l'autre, on rêve plutôt plus... C'est Teddy Riner. Teddy Riner perd son combat en finale de tableau au jeu, bêtement, hein, parce que en fait, il veut attraper la ceinture, il la rate. Le Russe fait hop, comme ça pour faire croire que c'est lui qui attaque. Bref. Et il ne sera pas champion olympique pour la 3e année consécutive. Mais il se bat pour la 3e place. C'est-à-dire qu'il ne dit pas je m'en fous, je veux être champion olympique, le reste, je m'en fiche. Il se bagarre, et je lui ai fait un petit mot, et dans la même journée, il m'a répondu d'ailleurs. Je lui ai dit, c'est formidable. Et le lendemain, il fait gagner l'équipe. Il dit, j'ai eu plus de plaisir à faire gagner les jeunes gens de l'équipe olympique, la médaille collective, que j'en aurais eu si j'avais eu ma propre médaille. Et ça, c'est aussi une chose qui ramène un peu, je ne veux pas insister là-dessus, sur le conflit des générations, mais moi, j'ai jamais eu droit à hockey boomer. Mais il paraît que c'est une insulte absolue. Mais il faut pas, quoi. Il faut enchaîner les générations. On est tous là sur le même truc. La seule chose, c'est qu'en effet, quand on nous parlait de la crise climatique, on pensait que c'était pour nos enfants, et pas du tout, c'est maintenant. Donc ça, on sait bien qu'on est tous dans le même monde. Catherine Destivelle, une fois, vous le disiez tout à l'heure, un peu, une fois ces rêves réalisés, est-ce qu'il faut absolument en générer d'autres, et est-ce qu'on peut en générer d'autres? Parce que c'est vrai que vous avez franchi comme ça des étapes très importantes, très hautes au sens propre. Comment derrière on arrive à se dire, voilà, je suis en haut, je vais redescendre, parce qu'il faut bien redescendre de la montagne. Comment on génère la suite? Ça doit être assez complexe, ça, à un moment ou à un autre. Pas franchement, non. C'est en fait... Après, ça dépend du tempérament, mais le rêve, ça peut être aussi se dire, tiens, je vais faire le Tour de Paris à pied, ou n'importe, se donner des petits objectifs comme ça
sont intemporels. Enfin, on peut le faire quand on a envie. Et je crois que tout à chacun, on peut avoir un... Ou alors se dire, tiens, aujourd'hui, je rêverais... Ouais, c'est vrai que c'est un truc que je rêverais de faire. Ça descendre en bateau, en barque, la Loire. Bon, des trucs... Bon, ça paraît stupide, mais c'est des choses c'est des petits rêves, mais des rêves sympas. Et du coup, c'est... Voilà, ce sont des... Moi, quand je redescends d'une montagne, c'est vrai que je me dis, ah, maintenant, je suis en forme pour faire telle chose. Parce qu'une montagne, c'est pas un but en soi, en fait. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on fait une montagne, ça paraît simple, parce qu'on l'a tellement préparé, tellement entraîné. On arrive au sommet, bon, bah voilà, et après, il faut quand même redescendre, parce que tant que on n'est pas rentré, c'est pas fini. Mais une fois qu'on est à la maison, on se dit, ah bah, ça m'a fait du bien, je suis en forme, maintenant, qu'est-ce que je vais enchaîner sur une autre, et une autre, et une autre. Et au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on progresse, le champ du possible s'élargit. Là, tout à l'heure, je pensais aussi à Nim Spurja, là, qui est un Sherpa étonnant. Enfin, c'est même pas un Sherpa, c'est un Népalais qui habite au pied des Annapurna et qui, tout jeune, voulait rentrer dans les forces armées anglaises. Donc, ce sont les forces, les Gurkhas, qui sont les guerriers les plus solides et les plus vaillants et les plus engagés qui existent dans l'armée anglaise. Donc il a fait plein de guerres et il a risqué sa peau pour dans plein d'endroits, déminer des maisons, déminer, enfin bref. Et je pense qu'à la fin de ce cycle, il s'est dit, tiens, maintenant, je pense que leur retraite, je ne sais pas quel âge elle est, peut-être 30 ans, 35 ans, j'en sais rien. Il a dû arrêter et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Son rêve, c'est de faire des 8000. Il n'avait jamais fait ça. Et il a exprimé ce rêve, lui, de faire les 14 8000 en 7 mois. Ça n'avait jamais été fait. Le seul qui avait fait les 14 8000, ceux qui avaient fait le 14 8000, tous les 14 8000 avant lui, ils avaient mis minimum 8 ans ou 9 ans. Et là, c'était un rêve impossible. Et il s'est mis dans ce système. Et après, en fait, son vrai objectif, c'était finalement de faire exister les Sherpas dans le monde de l'alpinisme. Parce que jusqu'à présent, les Sherpas, ils ont été toujours dans l'ombre des autres. Les Occidentaux, ils sont arrivés, ils ont fait les sommets, mais les Sherpas, on en a très peu parlé. À part Hilary, qui a fait la photo au sommet du Sherpa, de l'être humain qui est arrivé au sommet de l'Everest. Mais en dehors de ça, les Sherpas n'ont jamais été mis à l'honneur. Et récemment, donc 6 mois après avoir fait ça, il décide d'aller au K2. Le K2, c'est la 2e montagne plus haute du monde. Il décide de la faire en hiver et sans oxygène. Et pas de n'importe comment. C'est-à-dire qu'il a décidé d'y aller avec une équipe de Sherpas, une équipe. Il a dit, celui qui est proche du sommet, vous nous attendez, on arrivera tous ensemble. Ils sont arrivés à 10 au sommet. Incroyable. Et en plus, comme il y avait plein de critiques sur le fait qu'il avait fait les 14 8000 peut-être, mais avec des cordes fixes et avec de l'oxygène, la critique était facile de tous les Occidentaux qui étaient verts, en fait. Et finalement, il est redescendu en disant, moi, je l'ai fait sans oxygène et en hiver, le K2. Et bon, voilà, il a fait un rêve hallucinant. Et il a réalisé ça pour ses compagnons, en fait, pour le peuple Sherpa. Et le peuple Sherpa, du coup, s'en sort aujourd'hui grandi et mis en valeur beaucoup plus que... Enfin, carrément, ce sont les stars, quoi, aujourd'hui. Grâce au fait que ce jeune a voulu aider à amener du rêve à tous ces Sherpas qui deviennent des gens normaux, des gens comme nous qui ils montent leur business, etc. Je trouvais ça vachement bien. Alors, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais on vient de vivre une année un peu compliquée. On l'a dit, évidemment, on l'a tous vécu. Dans le domaine du cinéma en particulier, Thierry Frémont, on en parlait d'ailleurs juste avant cette rencontre, la période a été compliquée, ça a peut-être fragilisé les systèmes, on l'a dit, finalement 2 guerres mondiales n'avaient pas fermé les cinémas et là, cette fois-ci, les cinémas étaient fermés dans le monde entier. Est-ce que la période a semé un doute dans les esprits, selon vous, et a peut-être un peu cassé l'usine à rêve, comme on qualifie parfois le cinéma? Oui, alors l'usine à rêve, c'est Hollywood, et c'est Blaise Cenrars, c'est Joseph Kessel, c'est les années 20.
Et à l'époque, ça l'était vraiment parce que précisément, d'abord, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui sont quand même là, on pourrait parler de ça. Les plus grands briseurs de rêves, c'est sans doute l'espèce d'hyper-réel d'aujourd'hui, qu'on voit partout. Comment peut-on être fasciné par des choses qui sont si proches, alors qu'à l'époque, on expliquait à Garbeau qu'il fallait qu'elle se cache pour mieux se faire désirer. Bon. Mais oui, il y a d'abord le monde entier a été impacté, donc il n'y a pas que le cinéma. Donc on n'allait pas spécialement faire un cas des salles de cinéma, même si le cinéma... Il doit y avoir un type chez Jean Castex qui n'aime pas le cinéma, parce que chaque fois qu'il y a un pass sanitaire, une fermeture, c'est toujours le cinéma qui est sanctionné en premier. Donc on finira un jour par mettre la main sur lui, parce que c'est... Non, mais c'est très bizarre. Par exemple, il n'y a pas un cluster qui a été... trouvé dans une salle de cinéma dans le monde entier, parce qu'on parle pas, on a un masque, ça se transmet pas par la nuque, donc on ne peut pas. Et pourtant, c'est souvent les salles de spectacle, et spécialement les salles de cinéma, qui ont été fermées, sanctionnées, etc. Bon, après. Encore une fois, quand il y a un problème plus grave, il y a des gens qui mouraient, donc, et des gens qui étaient fortement malades, et on n'allait pas évidemment se plaindre de notre petite condition, surtout pas en France, où en plus il y a une économie qui est très aidée. Mais ce qui est impressionnant, c'est en effet que soudainement une vie se déroulait avec tous ensemble des choses qui nous permettaient de la trouver belle, et parfois le contraire. Et voilà, si on veut parler du rêve, au début de la pandémie, on a parlé du monde d'après. Et puis on s'est arrêté d'en parler un moment. Moi, j'adorais qu'on réfléchisse au monde d'après, parce que c'était super de dire le monde d'après, comme si tout à coup, dans un film où, après une guerre, des personnages arrivent dans une plaine, en effet, très belle. Ceci est chez nous. Bon, dans les westerns, alors qu'il y avait quand même les Indiens juste avant eux. Bon, mais on a un peu formaté tout ça. Donc, et je trouve que c'est le signe le plus important du dysfonctionnement des choses et, pardon, parce que vous êtes journaliste, de la presse. C'est-à-dire que c'est aussi la presse qui, de belle manière d'ailleurs, permettait qu'on entretienne ce débat sur le monde d'après. Et d'un seul coup, on a arrêté de parler de ça. Et la presse aussi a arrêté de parler de ça, parce que c'était moins à la mode. Or, je trouve que, puisqu'on va entrer dans le monde d'après, là, puisque on peut l'espérer. Hein, on peut l'espérer, puisque c'est en train, je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais peut-être d'être un peu terminé, ou en tout cas, on approche de la fin. Alors, parlons du monde d'après. Là, il y a un rêve possible. Le rêve que, si nous, à l'Institut Lumière, on s'est servi du confinement pour faire beaucoup de séminaires, de travail, et les premiers sujets, c'était tout ce qui nous exaspérait dans notre vie professionnelle. Tout ce qui n'allait pas, et on a travaillé là-dessus pour essayer de faire en sorte que notre monde d'après à nous soit meilleur. Et là, je trouve que il y aurait un truc à imaginer sur le rêve d'après. Si on a un rêve, c'est le rêve d'après. C'est pas le nôtre. Nous, on a fait nos vies. C'est le rêve d'après pour les autres. Catherine Destivelle, sur ce registre du monde d'après, est-ce qu'il y a eu un monde d'après pour vous, dans la mesure où vous vivez peut-être dans un univers un peu différent, où la respiration naturelle, l'espace naturel a peut-être joué différemment? Alors nous, c'est vrai qu'on est moins exposés, parce qu'on est... Enfin, moi, j'habite pas loin de Chamonix. Voilà, je suis pas à plaindre. Donc pour le confinement, on était dehors quand même. Du coup, c'est vrai qu'on voyait pas les mêmes choses, mais c'est pas vraiment. Bon, voilà, j'ai eu de la chance, mais en fait, je trouve que cette crise sanitaire à mon sens, a porté pas mal il y a des mauvaises choses, mais des bonnes choses aussi. On a rebattu un peu les cartes. On va repartir sur d'autres modèles. Tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qui aurait, qu'est-ce qui nous fait suer dans notre boulot et qu'est-ce qui ne va pas, et essayer de là, je vois les gens qui travaillent en télétravail. Il y en a plein qui retrouvent au boulot pendant un jour ou deux. Ils sont ravis, ils voient les autres, tout se passe bien, mais surtout qu'ils ne se voient pas trop, parce que sinon les petites querelles internes reviennent, et puis ils reviennent chez eux. Et le fait de peu se voir, finalement, c'est pas mal aussi. Il y a par
rapport à la planète aussi, des déplacements qui se font plus réfléchis, plus... Bon, j'espère que du coup, ce coup d'arrêt va peut-être amener des nouvelles solutions pour justement protéger la planète aussi, hein, faire des actions. Nous, alpinistes, on se pose ces questions aussi. Est-ce qu'on va se permettre de partir aussi loin qu'avant pour juste faire une montagne? C'est un vrai sujet, hein. Et on en est tous à réfléchir à ça. Et du coup, pratiquer d'une autre façon, comme le ski. Cette année, les gens ont découvert le ski de rando. C'est génial, le ski de rando. Et c'est vrai que c'est une activité différente et qui a ouvert les yeux à d'autres, à des pratiquants. Et je pense qu'on va évoluer, j'espère, dans le bon sens sur beaucoup de sujets comme ça. Après... Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup souffert pendant le confinement, ceux qui étaient dans les petits logements, qui ont travaillé avec des enfants derrière. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles, mais j'espère que ce sera pour aussi un mieux et que ça a permis de faire un point d'arrêt, de réfléchir comme ce que tu as fait avec tes équipes. On réfléchit, on essaye d'être plus efficace possible. Oui, mais nous, on se le dit entre nous, et chacun se le dit individuellement. Mais l'élan collectif... Alors nous, on a une campagne présidentielle qui arrive, donc on va repasser sur les fourches codines des traditions politiques à la française, et à la française, et comme partout, c'est la loi de la démocratie, c'est très bien. Mais l'élan collectif, je trouve que c'est ça qu'il faut... parce qu'il y a eu des choses... Moi, par exemple, j'applaudissais pas les soignants au début. Cette espèce de truc très très con d'applaudir les soignants. Alors qu'un mois plus tôt, il se faisait quand même un peu matraquer par les flics dans les manifs, qui réclamaient des choses, et tout à coup, c'était des héros, puis alors maintenant, c'est plus du tout les héros, alors qu'ils sont revenus à leurs conditions. Bon. Mais c'était très beau d'applaudir les soignants. Il y avait un truc du pays, incroyablement affectueux, et c'était déjà ça. Donc c'est moi qui suis con de ne pas les avoir applaudis. Mais je trouve voilà, que le rêve doit être collectif. Est-ce que l'art est une façon d'attraper les rêves et de les cultiver? Est-ce que dans votre sélection, par exemple à Cannes, vous tenez compte dans les centaines de films, les milliers même de films que vous regardez chaque année, de cette envie de faire rêver, de projeter éventuellement l'atmosphère de rêve peut-être vers le public dans l'année ou dans les 2 années qui vont suivre ce festival? Alors oui, à Cannes, on fait d'abord rêver les artistes, c'est-à-dire que les gens rêvent d'être sélectionnés à Cannes. D'abord pour la reconnaissance artistique que ça leur apporte, et puis aussi parce que ça vous installe à échelle mondiale, internationale, sur la carte du monde, et que vous aurez sans doute la chance de faire 1, 2, 3 autres films après, parce que vous avez eu cette sélection, cette distinction du plus grand festival du monde. Donc ça, on le sait. On fait rêver aussi, par exemple, on a un programme qui s'appelle les 3 jours à Cannes, qui sont des séquences de 3 jours, pour les jeunes de 18 à 28 ans, sans diplôme, sans référence, sans rien, juste avec une lettre de motivation. Et ils sont là, et chaque année plus nombreux, il y a 4000 jeunes qui viennent, et on sait que eux, ça les fait rêver, que le concours des films d'école de cinéma, qui fait aussi partie de la sélection officielle, qu'on fait à Cannes dans une certaine indifférence tellement il y a des événements. J'avais envie de le faire à Paris pour que ça se voit un peu mieux, et puis on m'a fait comprendre que non, que le rêve c'était de montrer leurs films à Cannes. Donc il y a ce premier rêve-là, il y a le rêve du tapis rouge, mais là aussi il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que c'est moitié-moitié aujourd'hui. Le tapis rouge est une chose formidable pour rêver. Le tapis rouge est une chose problématique pour se montrer. Alors qu'avant, c'était dans l'espèce d'ingénuité, d'innocence et même de bonté. Le tapis rouge, c'était juste pour rêver. Puis après, chacun reprenait sa vie. Aujourd'hui, il faut toujours, et encore une fois, les réseaux sociaux... Par exemple, Jack Lang, avec qui je déjeunais il n'y a pas longtemps, parce que je le questionne beaucoup sur les années 80, quand ils ont réinventé le système du cinéma français. Aujourd'hui, il faut le réinventer et reprendre 25 ans d'avance, parce qu'il y a des plateformes, il y a tout ça, et qu'il y a des choses qu'il faut repenser et pas rester figé. Et je voulais vraiment qu'ils me racontent, parce qu'ils ont pris quand même des coups, puis après on se met à parler, il me parlait de l'engagement. Et il me dit, c'est drôle, nous, à notre époque, tous les artistes s'engageaient. Et il me dit, aujourd'hui, ils le font plus. Donc, c'est des nuls, ils n'arrivent pas à trouver des artistes.
Je lui dis non, c'est parce que les artistes ne s'engagent plus, parce que dès qu'on s'engage, on est taxé de donneur de leçons. Donc là aussi, l'innocence, il y a eu quelque chose qui s'est perdu. C'est dès que vous faites quelque chose, nous par exemple, Cannes, le tapis rouge, on nous dit c'est L'Oréal et c'est Chopard. Oui, mais sans L'Oréal et sans Chopard, il n'y a pas de festival de Cannes. On ne va pas demander à l'argent public de payer le festival de Cannes. Donc ce sont les partenaires privés, comme le Festival Lumière. Il y a 70% du financement du festival pour qu'il soit le mieux possible, et pas avec des partenaires très encombrants. Au contraire, ils sont extraordinairement respectueux. Et il y a toujours un peu ça, le côté ce qui est beau, ce qui est haut est suspect ou soupçonnable de. Et je ne crois pas. Donc ça aussi, il faut retrouver, pour rester dans le thème de cette discussion, notre capacité à rêver innocemment des choses. Et pas voir derrière toute chose une vérité masquée ou un soupçon qui viendrait la ternir. Catherine Destivelle, est-ce qu'aujourd'hui il faut rêver en collectif automatiquement, nécessairement? Est-ce que justement cette crise amène aussi à peut-être se serrer les coudes davantage, une chose qui est très forte en matière d'alpinisme sûrement? Est-ce que cette énergie nécessaire dans l'alpinisme doit peut-être faire modèle dans la façon de rêver, de vivre aujourd'hui cette période? Alors non, je ne pense pas que ce soit face modèle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous ensemble face à des vrais soucis, quoi, quand même. Hein. Et je pense que les réseaux, aujourd'hui, ne sont pas forcément très bons pour avancer. Beaucoup de gens, tu parlais de se montrer, etc., mais ces réseaux, c'est dramatique, quoi. Et il n'y a plus de news, il n'y a plus de... Qui donne les bonnes nouvelles? Beaucoup de gens sur les réseaux s'autoproclament, voilà, beaucoup de gens ne lisent plus les journaux. Ils ne font que les réseaux, et ça, c'est pas bien, parce que ce ne sont pas des vraies nouvelles sur ces réseaux. Et du coup, les vraies nouvelles doivent arriver par des journalistes, et des journaux, des vrais journaux, et pas par... Et du coup, voilà, beaucoup de gens rêvent au travers, en ce moment, de ces réseaux ça les fait rêver, ces réseaux. Et tout le monde veut y être. Et du coup, c'est du grand et tout. Et les gosses en particulier. Ouais. Et les enfants, les jeunes, c'est pareil. Et du coup, le rêve collectif, aujourd'hui, je trouve que là, on devrait rêver collectif, mais le rêve collectif, pour le moment, je le trouve sur la toile, quoi. Ils sont tous avec ça. Et c'est dommage, parce que c'est pas du vrai, c'est presque du fake, quoi. Il y a plein de choses fausses. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui suivent sans réfléchir beaucoup tout ce qui se dit, et ce rêve-là, moi, moi je trouve que c'est un peu tronqué là en ce moment. Il faudrait je sais pas quelle solution il y aurait, mais que la presse reprenne un peu de leadership Oui, surtout que un ouvrier ou une ouvrière du 19e siècle ou du début du 20e rêvait par exemple de fonder une famille, d'acheter une maison, d'avoir du travail toute sa vie. Et en effet, les réseaux sociaux vous invitent à imiter les Marseillais, là. Donc c'est pas les Stéphanois. Mais ça aussi, c'est de nature, je suis bien d'accord avec Catherine, c'est de nature à quand même bien noircir l'avenir, quoi. Le temps de silence des confinements a peut-être permis à certains de réfléchir davantage, peut-être de ralentir justement ce temps que vous évoquez avec les réseaux sociaux. Est-ce que le rêve permet à certains moments, et vous a permis peut-être, de vous éloigner de la réalité, juste ce qu'il faut pour reprendre pied ou prendre justement plus d'assises dans l'avenir? Alors moi, le confinement... personnellement, et je pense que beaucoup de mon entourage aussi, c'est retour aux sources et retour aux bases, la famille. On s'est tous retrouvés en famille avec les enfants, les grands-parents parfois. Enfin, ça dépendait des structures, mais c'était un retour aux sources et retrouver ensemble. Et chose qu'on ne voyait plus parce que tout le monde est dispersé. J'ai l'impression que le temps s'est ralenti aujourd'hui. Et ça, je trouve, ça a fait du bien. On s'est retrouvés, on a renoué avec
son entourage proche, en fait, qui n'existait plus. Et il y a eu des discussions, il y a eu des... Et ça, je pense que ça a été positif, cet arrêt brutal et prise de conscience. Il y en a qui ont très mal vécu, ce qui est normal, mais il y en a beaucoup aussi qui l'ont très bien vécu en disant finalement c'était bien. C'est-à-dire que ça nous a permis de réfléchir et de repartir sur des bonnes bases et de rêver à nouveau sur des choses plus simples, plus ouais. Je pense que... Oui, moi je suis bien d'accord avec ça et ça a permis aussi de se manquer les uns les autres parce que là aussi, quand tu disais peut-être ralentir la fréquence des voyages, prendre un avion pour un oui, pour un non, pour se retrouver au bout du monde, là on pouvait rien faire, on pouvait pas bouger. Donc on était en effet avec les proches et tout à coup des gens qu'on avait l'habitude de voir tout le temps, on les voyait plus. Alors il y avait, par exemple, Internet n'a pas que du mauvais parce que les apéros, qu'on appelle ça, FaceTime, sauf avec Lindon qui c'était interminable. Mais alors lui il adore ça, il dit alors vous avez quoi comme vin? Moi j'ai alors il montrait sa bouteille de vin puis après hop on parlait, mais c'était formidable parce que c'était comme là encore, et je suis pas passéiste du tout, je suis ni passéiste ni futuriste ni rien, mais à l'époque les familles prenaient des voitures qu'elles chargeaient et traverser la France pour aller voir les cousins qui, pour les questions de travail, quand on était isérois, vivaient en Bretagne. Bon, et il y a eu ça. Donc ça a permis aux gens de mesurer ça, bien que, en effet, il y a d'autres gens qui ont pu souffrir des incommodations de l'exercice, quoi. Mais encore une fois, la grande peur. Alors, Houellebecq a dit « J'ai bien peur que le monde d'après soit pire que le monde d'avant », qui est quand même une parole, en gros, du niveau lycée, mais comme c'était Houellebecq qui l'avait dit, tout le monde a repris ça, ce que je suis en train de faire. Bon. Mais, hélas, je crois qu'il avait un peu raison, quoi. Pour terminer, peut-être à l'un et l'autre, un rêve que vous souhaiteriez à chacun ou à tous, un rêve pour demain, ou pour vraiment ces jours-ci, dans la vie, dans votre vie, à chacun. Est-ce que vous avez un rêve comme cela à partager? Un rêve unique, non. Moi, je souhaite une planète un peu meilleure pour tout le monde. Voilà, et qu'on soit tous conscients qu'il faut agir aujourd'hui. Voilà, déjà et d'une, qu'on soit tous vaccinés aussi pour avancer. Et voilà, c'est un rêve. C'est un souhait. C'est un souhait. Voilà. Après, mes rêves perso, c'est différent. Voilà, dans ma vie professionnelle, j'ai envie d'avancer, j'ai envie que ça y marche, etc. Mais bon, comme tout à chacun, c'est tout. J'ai rien de plus. Mais collectivement, je trouve qu'il faut aller vers le mieux et le plus sain possible pour la vie pour le futur. Voilà. Oui, à part que l'Olympique Lyonnais redevienne champion de France. Je pensais qu'on arriverait à cette rencontre sans parler football, et c'est pas possible. Mais oui, moi je suis comme Catherine. Je pense que les questions de climat, les questions les questions qu'on doit se poser tous et à l'échelle plus large que celui d'une seule réflexion pays par pays sont aujourd'hui les plus importantes. Avec celles qui datent d'il y a 2000 ans. Aimons-nous les uns les autres, qui est quand même la parole la plus subversive qui continue d'être, mais ça, on n'y arrive pas, quoi. Vous nous ferez de toute façon rêver avec vos prochaines actualités, quand même, l'un et l'autre, puisque Catherine Destivelle, vous nous préparez une belle somme concernant les piolets d'or pour votre prochaine édition aux éditions du Mont Blanc, et puis bien sûr le Festival Lumière qui commence le 9 octobre prochain pour une dizaine de jours. Ouais. Et là aussi, évidemment, on aura l'occasion, je suppose, de rêver avec combien de films? Des films, il y en a 197. Il y a de quoi faire. Merci à vous et merci à tous.